Si on reprend l'historique de vos parutions, de vos ouvrages, votre tout premier ouvrage a été le vocabulaire progressif du français, voilà. Niveau intermédiaire. Exactement. Donc, quand j'ai eu cette fameuse première rencontre avec l'International, l'idée était de faire donc un deuxième livre dans la collection progressive, puisque si je me souviens bien, le premier était la grammaire progressive, donc vocabulaire progressif. Alors, je voudrais dire que à l'époque, décidément c'est la phrase du jour, à l'époque, imaginer faire un livre de vocabulaire, c'est-à-dire une leçon de vocabulaire et des exercices, était assez audacieux. Parce que le vocabulaire était considéré comme le parent pauvre de l'enseignement du français. Donc on s'attachait énormément à la grammaire, on continue d'ailleurs, à la phonétique, mais le vocabulaire c'était un petit peu un luxe. Hein. Les étudiants peuvent le faire tout seuls, ils n'ont qu'à regarder dans le dictionnaire. Or, d'un côté, de mon côté, de prof, moi j'enseignais beaucoup le vocabulaire, je m'étais rendu compte que le vocabulaire était très important. Et je continue à penser que le vocabulaire est quelque chose de fondamental et extrêmement difficile à apprendre. Donc je suis pour fondamentalement les manuels de vocabulaire. Et du côté de Clé, donc il y avait cette intuition de dire que ça servirait, que les profs seraient heureux d'avoir ce genre d'outils. Donc il y a eu 3 livres de vocabulaire, chronologiquement donc le vocabulaire rouge, puisque les livres ont des couleurs comme les médicaments, niveau intermédiaire, que j'ai fait avec une très chère amie, Anne Goliot-Lété, qui malheureusement a arrêté son activité d'enseignante et d'auteur de FLE pour aller vers un autre domaine universitaire, donc elle n'a fait qu'un seul livre avec moi. Et ensuite, le vocabulaire violet, vocabulaire avancé, et finalement, le vocabulaire jaune, niveau débutant, dans l'ordre de parution. Alors, l'objectif de ces livres-là était d'enseigner le vocabulaire ou de permettre d'enseigner le vocabulaire de manière vivante, puisque ce que l'on trouvait le plus souvent était soit des listes de vocabulaire par thème, soit des exercices de vocabulaire, mais on n'avait pas, à ma connaissance, de livres qui permettaient d'avoir un cours, une leçon sur une page et des activités sur la page en regard. Et ce qui était intéressant, c'était de penser que même les mots qui concernent des objets de la vie quotidienne ne sont pas si faciles que ça à apprendre pour un élève. Il y a une histoire qui circule chez Clé, elle est devenue célèbre chez Clé, c'est l'histoire du bol. Je ne parle pas de l'idée d'avoir du bol. Je voudrais simplement dire que cet objet, le bol, vous allez apprendre ce mot à vos élèves en français. Je crois que tous les Français savent ce que c'est qu'un bol. Ils ont mis dedans du lait, du chocolat chaud, du café au lait ou de la soupe. Il n'y a aucun problème. Vous donnez exactement le même objet à un Anglais, il ne mettra pas de lait ou de café au lait dedans, il mettra des céréales. Vous donnez le même objet à un Chinois, il mettra du riz. Donc l'idée du bol, évidemment, c'est bien commode, mais si vous connaissez le mot mais que vous n'en connaissez pas l'usage, ça ne sert à rien. Donc c'est une anecdote juste pour montrer l'idée de ces livres, c'était que le vocabulaire soit en contexte, vraiment vivant, intégré dans une réalité. Donc de ce point de vue, les leçons de vocabulaire sont structurées soit dans des narrations, donc le mot devient évident dans une narration, soit par des illustrations, parce qu'évidemment on ne va pas expliquer ce que ça veut dire que passer l'aspirateur, il vaut mieux faire un dessin, c'est plus facile, soit par des schémas commentés, etc. Donc en tout cas pas de liste de vocabulaire. C'est une sorte de mise en scène du vocabulaire. Quant aux activités, donc il y a toutes sortes d'activités et on peut les réutiliser en cours comme on le souhaite, c'est-à-dire ou bien de façon très linéaire, simplement en faisant l'exercice pour apprendre le vocabulaire, ou alors ça peut servir de point de départ à des activités de production écrite ou de production orale selon ce qui est nécessaire dans le cours. Vous avez ensuite écrit la communication progressive. Communication est un terme qui peut englober plus de choses. Vaste programme, exactement. Vaste programme. Alors là, je peux m'en expliquer, c'est que de toute façon, déjà l'idée de communication progressive peut poser problème. C'est une collection, donc l'aspect de progressivité vient dans les activités. Ce que j'entendais par communication, c'est une idée qui m'est venue en écoutant mes élèves et en voyant les difficultés qu'ils avaient. C'est-à-dire que vous pouvez connaître la grammaire, vous pouvez connaître le vocabulaire, tout ce que vous voulez. Il y a des situations dans lesquelles vous devez apprendre à interagir
avec, en l'occurrence, des Français. Là encore, si vous me permettez une anecdote, qui en fait m'a donné l'idée de ces deux ouvrages, donc communication niveau débutant, communication bleue, encore des couleurs, et communication niveau intermédiaire, la verte. C'était tout simplement une étudiante finlandaise qui était donc installée à Paris comme expatriée, qui se débrouillait assez bien en français et qui avait été invitée pour la première fois chez des collègues français. Donc nous avions soigneusement préparé la situation. Elle a fait tout ce que je lui avais demandé de faire. Elle arrive donc très poliment à l'heure dite avec son bouquet de fleurs. Elle donne son bouquet de fleurs à la jeune femme qui la reçoit et la jeune femme française lui répond très naturellement « Oh merci, c'est très gentil, mais il ne fallait pas ». Et mon étudiante finlandaise, avec cette rigueur très grande qu'ont souvent les gens de cette nationalité, revient en cours en me disant « Mais c'est épouvantable, j'ai fait une gaffe épouvantable, il ne fallait pas apporter de fleurs ». Elle connaissait le verbe falloir, elle connaissait l'imparfait, et évidemment, comment pouvez-vous imaginer que ce soit cette structure-là qu'on utilise pour dire le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'il fallait apporter des fleurs, etc. Et c'est ça que j'appelle la communication. C'est vraiment, au-delà du vocabulaire et de la grammaire, comment vivre, comment interagir dans une situation concrète. Donc, ces deux livres mettent en scène vraiment des situations de la vie quotidienne. Alors, évidemment qu'au niveau débutant, il y aura beaucoup de situations très simples, intellectuellement simples, comme le fait d'aller acheter son pain ou d'aller à la banque. Oui, bien entendu. Mais ça va plus loin que ça, parce que, par exemple, comment faites-vous pour protester si vous avez une erreur dans votre addition ? Là aussi, vous pouvez très bien connaître les mots, mais le ton à utiliser, l'insistance sur tel mot ou tel autre, ça n'est pas facile. Comment réagir en face d'un employé désagréable ou qui vous refuse quelque chose ? Comment faire ? Donc, c'est une sorte de synthèse entre grammaire, vocabulaire, savoir-faire, savoir-être, comme dirait le cadre européen. C'est un petit peu cette idée-là. Donc les livres sont structurés, ça va devenir un thème récurrent de ma production, autour du dialogue, c'est-à-dire des dialogues dans des contextes réalistes, dans des contextes vivants, pour que l'étudiant apprenne comment les Français fonctionnent dans différentes situations. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose, c'est que quand j'ai travaillé sur ces livres, j'ai littéralement fait radio-trottoir, c'est-à-dire que je suis vraiment allée écouter la façon dont les gens commandaient leur pain, comment ils fonctionnaient à la banque. J'avais vraiment des oreilles indiscrètes à longueur de journée, et les dialogues que j'ai faits, je les ai comment dirais-je, nettoyés, peaufinés un tout petit peu, mais la plupart de ces dialogues sont des dialogues réels. Authentiques. Absolument authentiques, pour que l'élève soit préparé à cela. Alors, tous les dialogues de ce livre sont donc enregistrés dans un disque compact, et c'est le début, en fait, de mon obsession du dialogue. Et pour les acteurs qui ont enregistré ces dialogues, je leur ai demandé de vraiment parler sur un ton parfaitement naturel, qui correspondent exactement à la réalité de l'interaction en français, donc avec des soupirs, des ah, etc., des etc., des colères, des agressivités ou des joies, donc un ton parfaitement naturel, aussi pour permettre encore une fois à l'étudiant de se familiariser avec cet aspect du français. Un autre point qui est important et qui reviendra dans d'autres livres que j'ai faits, c'est que je me suis beaucoup basée sur ma propre expérience d'élève qui apprend les langues étrangères. Ça me semble fondamental. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de se sentir complètement idiot parce qu'on n'a absolument pas compris la question qui est posée, ou de se croire préparé à une situation parce qu'on a préparé tout son vocabulaire, sauf qu'il y a un obstacle qu'on n'avait pas prévu et qu'on ne sait plus quoi faire. Je connais vraiment ces situations-là d'intérieur. Et c'est pour ça que j'aime bien que dans mes dialogues, il y ait un grain de sable, pas un parcours du combattant, mais un grain de sable, quelque chose qui ne fonctionne pas, un employé qui n'est pas aussi agréable que ce qu'on souhaiterait, un objet qui n'est pas disponible, pour que l'étudiant sache réagir à ces situations-là. Qui est ce qui est le plus difficile dans une langue étrangère ?